Sur un navire-hôpital de la Première Guerre mondiale, échoué en mer Noire, Nicolas pénétra dans des salles d'opération recouvertes de champignons lumineux. Des instruments médicaux rouillés et des flacons d'éther vide étaient éparpillés sur les étagères, tandis que des journaux de bord accrochés au mur révélaient des récits d'épidémies jamais documentés. L'air sentait le sel et la décomposition, mais il y avait autre chose. Une trace de camphre, comme si des corps avaient été préparés pour quelque chose de plus que la mort. Il recueillit des échantillons du champignon, remarquant que les échantillons brillaient plus intensément sous la faible lumière du crépuscule. Une carte fanée au sol de la salle d'hôpital montrait des routes entre Constantinople et Vladivostok, avec des marques codées le long de la côte chinoise. Nicolas la glissa dans sa poche, ignorant que ces lignes correspondraient aux inscriptions qu'il étudierait des décennies plus tard, déjà traducteur de textes anciens. Cette nuit-là, il rêva de soldats sans visage portant des torchets bleus, marchant en parfaite synchronisation à travers une structure qui semblait s'étendre jusqu'à l'horizon. Freya, une historienne navale avec une lampe à kérosène, déchiffra des marques de charbon sur les murs qui indiquaient des routes d'évasion utilisées par les espions. Dans un coffre sous la cabine du capitaine, elle trouva des microfilms de traités médicaux censurés et des photos de soldats présentant des symptômes jamais mentionnés dans les registres officiels. Les images montraient des blessures qui semblaient suivre des cycles lunaires, se refermant et se rouvrant tous les 7 jours. L'un des documents mentionnait un accord secret entre des médecins ottomans et des émissaires chinois, faisant référence à un système de communication biologique testé sur des prisonniers. Freya réalisa que les coordonnées sur les microfilms correspondaient à des sections de la Grande Muraille près de Biangulam, où des touristes avaient récemment disparu lors d'expéditions nocturnes. Elle envoya un courriel crypté à Nicolas, y joignant des photos des marques de charbon et un avertissement. Ils ont utilisé les corps comme messagers. La muraille n'était pas seulement une barrière, mais un récepteur. Alors qu'il traduisait les journaux du navire-hôpital, Nicolas découvrit des références à un projet appelé Yaoxing, médecine céleste. Les textes décrivaient des injections de champignons bioluminescents dans les soldats pour transmettre des signaux à travers la chair, en utilisant le système vasculaire comme moyen de communication. Il compara les notes avec les inscriptions sur la structure photographiée par Freya et remarqua que les entailles dans la pierre suivaient des schémas identiques aux codes sur les cartes du navire. Lors d'une expédition à Biangulam, lui et Freya découvrirent des chambres souterraines dont les murs étaient recouverts de veines de quartz pulsant doucement au toucher. Un mécanisme ancien, activé en appuyant sur des caractères spécifiques, révéla un tunnel menant à un laboratoire scellé. Là, des flacons contenant un champignon identique à celui du navire flottaient dans un liquide ambré, étiqueté avec des dates de 1917. En ouvrant l'un d'eux, la substance adhéra à son gant, formant des caractères chinois qui s'évaporèrent en quelques minutes. À l'extérieur, des touristes filmaient la muraille à l'aube, ignorant que, juste sous leurs pieds, un réseau de communication millénaire respirait encore, attendant d'être réactivé. Freya ajusta sa lampe sur une table en bois pourri, tandis que Nicolas traduisait les caractères gravés sur les murs du tunnel nouvellement découvert. La lumière vacillante révélait des symboles qui ressemblaient à des constellations entrelacées avec des dessins qui semblaient des veines humaines. Elle remarqua que les marques de charbon, auparavant interprétées comme des routes d'évasion, formaient en fait une grille de coordonnées lorsqu'elle était superposée à la carte de la structure. « Ce n'étaient pas des espions », dit-elle, en passant ses doigts sur une encoche en forme d'ampoule. « Ce sont des messagers. » Chaque route correspondait à un point de collecte de données, température corporelle, fréquence cardiaque, voire émotions enregistrées par des réactions cutanées. Nicolas acquiesça, se souvenant des journaux du navire qui décrivaient des soldats préparés avec des injections de champignons. Ils suivirent le tunnel jusqu'à une chambre plus grande, où des pierres disposées en spirale brillaient avec la même bioluminescence que les échantillons du laboratoire. Au centre, se trouvait un autel en jade avec une fente contenant des résidus de sang séché et une inscription. La structure entend à travers la chair. Alors qu'ils documentaient les schémas, un fracas résonna au-dessus d'eux. Ils coururent à la surface et virent des touristes évacués précipitamment par des gardes qui affirmaient une instabilité structurelle. Freya, cependant, reconnut l'un des hommes, un officier du renseignement russe qu'elle avait déjà interrogé sur les disparitions dans la région. Plus tard, à l'hôtel, elle trouva une enveloppe sous la porte contenant des photos récentes de villageois près de la structure, tous présentant les mêmes cicatrices cycliques que les soldats du microfilm. Une note anonyme avertit « Arrêtez de suivre le schéma Yaoxing ». Nicolas suggéra de comparer l'ADN du champignon ancien avec celui des personnes touchées, mais le laboratoire engagé annula le service sans explication. Cette nuit-là, pendant une panne de courant, Freya vit les fenêtres de l'hôtel s'illuminer du même éclat bleuâtre du champignon, formant des codes que seul Nicolas pouvait déchiffrer.
Ils décidèrent de retourner dans la chambre souterraine, cette fois à minuit, lorsque la lune serait alignée avec l'une des tours de la structure. En touchant l'autel en jade, le sol trembla et une section du mur glissa, révélant un puits profond avec des marches sculptées en spirale. Au fond, ils trouvèrent un complexe de salles avec des dispositifs en bronze, semblables à des cadrans solaires, connectés par des tubes qui transmettaient des impulsions lumineuses. Freya réalisa que les mécanismes utilisaient la pression artérielle comme source d'énergie. Les messagers non seulement transportaient des informations, mais alimentaient également le réseau. Dans une salle adjacente, des cartes stellaires projetées au plafond se synchronisaient avec les schémas de pulsation des veines de quartz. Nicolas déchiffra une dernière inscription. Le système n'est complet qu'avec le sacrifice de 3 porteurs du champignon. Avant qu'ils ne puissent réagir, des lumières rouges commencèrent à clignoter et des voix déformées remplirent l'air, répétant des nombres en ancien mandarin. Freya courut désactiver les tubes, mais une figure masquée bloqua la sortie, tenant un flacon ambré identique à ceux du laboratoire, cette fois rempli de champignons frais. La figure masquée se déplaça rapidement, déversant le contenu du flacon dans l'un des tubes. Le champignon s'étendit comme une toile brillante, se connectant aux veines de quartz et émettant un bourdonnement grave. Freya reconnut l'uniforme sous le masque, c'était le même officier russe qu'elle avait vu lors de l'évacuation. Il parla en mandarin, avec un fort accent. « Vous avez réactivé le système trop tôt. » Nicolas, cependant, était concentré sur les murs, où les motifs de lumière projetaient maintenant des coordonnées géographiques superposées à des silhouettes humaines. « Ce ne sont pas des sacrifices, » murmura-t-il. « Ce sont des volontaires. Le champignon préserve la conscience tandis que leurs corps transmettent des données. » Avant que l'officier ne puisse réagir, une explosion sourde résonna d'en haut, et de la poussière tomba du plafond. Alors qu'ils couraient de retour à la surface, ils trouvèrent un village voisin qui avait été évacué précipitamment. Des cabanes vides affichaient des hôtels domestiques avec des offrandes de champignons séchés, et sur les murs, des enfants avaient dessiné des figures aux membres allongés et aux yeux brillants. Soudain, une fillette vêtue d'une robe délavée apparut, portant une carte de soie identique à celle du navire hôpital. « Ils viennent à chaque pleine lune, » dit-elle, en pointant vers les montagnes. « Les hommes qui brillent. » Freya remarqua que la fillette avait les mêmes cicatrices cycliques que les soldats, mais sans signe d'infection, seulement des motifs symétriques, comme des circuits organiques. Au sommet de la structure, des touristes filmaient ce qui semblait être un phénomène météorologique. Des lumières bleues clignotaient au rythme des codes projetés dans le ciel. L'officier russe réapparut, cette fois accompagné de 2 agents avec des appareils qui interféraient avec les signaux cellulaires. « Vous avez 2 options, » dit-il, en levant le flacon vide. « Livrez les données ou devenez partie du système. » Mais Nicolas avait déjà remarqué que la fillette avait suivi le groupe jusqu'à là. Il lui chuchota quelque chose à l'oreille, et elle acquiesça, courant vers une tour spécifique. En arrivant là, elle toucha une séquence de pierres détachées, exactement comme les codes du navire. Toute la structure trembla. Les lumières bleues convergèrent vers un seul point, formant une sphère qui engloutit l'officier et ses agents avant de se dissiper. Freya courut vers Nicolas, qui tenait un fragment de quartz avec une nouvelle inscription. Le système n'obéit qu'à ceux qui portent le schéma. La fillette sourit, révélant des marques sur sa langue identiques à celles des murs du tunnel. « Ils m'ont faite pour ça, » dit-elle, disparaissant dans les ombres. Plus tard, tandis que les autorités interrogeaient les touristes sur les lumières étranges, Freya et Nicolas détruisirent les microfilms et les échantillons restants. Mais cette nuit-là, tous 2 rêvèrent de la fillette jouant une mélodie sur une flûte en jade, tandis que la structure se transformait en un pont entre les étoiles.